Imaginez que nous soyons capables de contrôler l'espace ou de contrôler le temps. On pourrait faire des choses absolument étonnantes. On serait peut-être à même d'aller d'ici à là. Ou encore là. Puis là. Oups. Et se retrouver enfin ici en un seul instant. En vérité, nous sommes tous persuadés que ce genre de voyage n'est pas possible. Et c'est probablement le cas. Mais il est clair que ces dernières années, l'idée que nous nous faisons de la nature, de l'espace et du temps peut nous sembler avoir quelque peu changé. Et ce que l'on croyait jusqu'ici relever de la science-fiction nous paraît presque à notre portée aujourd'hui. Et tout cela grâce à une révolution en physique qu'on appelle la théorie des cordes, qui nous ouvre une toute nouvelle perspective sur le fonctionnement de notre univers. La théorie des cordes pourrait nous permettre de comprendre pourquoi l'univers est ce qu'il est, à l'échelon le plus fondamental. La théorie des cordes navigue aux confins de la physique. C'est un domaine de la physique théorique radicalement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Cette nouvelle théorie radicale part d'un postulat extrêmement simple. C'est qu'absolument tout dans l'univers, la Terre comme ses bâtiments qui nous entourent, ou encore des forces telles que la gravité et l'électricité, sont composés de minuscules brins d'énergie. Des petits brins d'énergie en vibration qu'on appelle des cordes. Et aussi petites soient-elles, ces cordes vont changer absolument tout ce qu'on croyait savoir jusqu'ici de notre univers. En particulier toutes les idées que nous nous faisions sur la nature de l'espace. Afin de comprendre pourquoi, commençons par réduire la totalité de l'espace à une taille plus gérable. Imaginons que l'univers entier ne comporte que l'endroit où j'ai grandi, Manhattan. Un seul district de New York représente donc maintenant l'ensemble du tissu spatial. Et juste pour pimenter, supposons aussi que je sois le directeur d'une grande entreprise possédant des bureaux sur Wall Street. Comme le temps c'est de l'argent, je dois trouver le chemin le plus court de mon appartement, ici au nord de Manhattan, jusqu'à mon bureau au sud de Manhattan. Nous savons tous que la plus courte distance pour aller d'un point à un autre est la ligne droite. Mais même s'il n'y avait pas d'embouteillage, ce qu'on a du mal à concevoir, même dans notre Manhattan imaginaire, je crois qu'il faudrait cependant un certain temps pour arriver là-bas. En allant de plus en plus vite, on pourrait réduire la durée du trajet. Mais comme rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, il y a bien une limite incompressible au temps qu'on peut gagner sur ce trajet. Cet univers Manhattan correspond à une vision classique de l'espace, qui se présente comme une grille plate, statique et immuable. Pourtant, quand Albert Einstein étudie la structure de l'univers, ses conclusions sont tout autres. Il affirme que l'espace n'est pas statique, qu'il peut se tordre et s'étirer. Il peut même y avoir des structures spatiales inhabituelles appelées trous de verre. Un trou de verre est un pont ou tunnel entre deux régions éloignées de l'espace, une sorte de raccourci cosmique. Dans ce type d'univers, finit le cauchemar des embouteillages aux heures de pointe. Mais il y a un hic. Pour créer un trou de verre, il faut former un trou en déchirant ou en perçant le tissu spatial. Mais peut-on déchirer le tissu de l'espace? Est-ce que cette première étape dans la formation d'un trou de verre est réalisable? On ne peut pas aborder le sujet le ventre vide. Mais il se trouve qu'en regardant mon petit déjeuner, café et beignets, on peut se faire une bonne idée de ce que la théorie des cordes va répondre à la question de savoir si l'espace peut se déchirer. Imaginez que l'espace ait la forme de ce beignet.
on pourrait penser qu'il est très différent d'une région de l'espace ayant la forme de cette tasse. Mais d'une certaine manière, on peut dire que la forme de ce beignet et celle de cette tasse sont pratiquement semblables, juste un peu déformées. En effet, ils comportent tous les deux un trou. Dans le beignet, il est au milieu. Dans la tasse, il est dans l'anse. Cela signifie qu'on peut transformer le beignet en tasse, puis revenir au beignet sans avoir à déchirer la pâte. D'accord. Mais supposons qu'on veuille changer la forme de ce beignet et lui donner une forme très différente, une forme sans trou. La seule façon de procéder, c'est de déchirer le beignet comme ça et ensuite de le remodeler. Malheureusement, selon les lois d'Einstein, c'est impossible. L'espace peut s'étirer et se tordre, mais pas se déchirer. Les trous de verre existent peut-être quelque part, pleinement formés, mais on ne peut pas déchirer l'espace pour en créer de nouveaux, que ce soit au-dessus de Manhattan ou ailleurs. En d'autres termes, je ne peux pas prendre un trou de verre pour aller au travail. Mais aujourd'hui, la théorie des cordes nous ouvre une nouvelle perspective sur l'espace et nous montre qu'Einstein n'avait pas toujours raison. Afin de comprendre pourquoi, observons de plus près le tissu spatial. Si on pouvait rapetisser jusqu'à atteindre près d'un millionième de milliardième de notre taille normale, on pourrait entrer alors dans le monde de la mécanique quantique, les lois qui régissent le comportement des atomes. C'est le monde de la lumière, de l'électricité et de tous les phénomènes opérant à l'échelle de l'infiniment petit. Ici, la structure de l'espace est aléatoire et chaotique. Les déchirures sont peut-être des événements anodins. Mais si c'est le cas, comment expliquer le fait qu'une déchirure du tissu spatial n'engendre pas de catastrophe cosmique ? Eh bien, c'est là qu'intervient la puissance des cordes. Les cordes apaisent le chaos. Et lorsqu'une seule et unique corde danse à travers l'espace, elle le balaie et forme ainsi un tube. Celui-ci peut agir à la manière d'une bulle en venant entourer la déchirure, faisant office de bouclier protecteur. En fait, ce sont les cordes qui permettent à l'espace de se déchirer. Ce qui veut dire que l'espace est beaucoup plus dynamique et plus changeant que tout ce qu'Albert Einstein avait cru. Alors, doit-on en conclure que les trous de verre sont possibles ? Sera-t-il un jour en mon pouvoir de faire un saut sur l'Everest ? D'attraper une baguette à Paris ? Et d'être tout de même rentré à New York à temps pour ma réunion du matin, ce serait vraiment très cool. Et bien que cette possibilité nous apparaisse un peu lointaine. Mais s'il y a une chose certaine, et la théorie des cordes le montre clairement, c'est que l'univers est probablement encore plus étrange que ce que nous avons jamais tenté d'imaginer. Ainsi, la théorie des cordes établit que nous sommes entourés de dimensions cachées, de mystérieux endroits situés au-delà de l'espace tridimensionnel qui nous est familier. Ce que nous considérons comme notre univers pourrait bien être finalement qu'une toute petite partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Peut-être vivons-nous sur une membrane tridimensionnelle qui flotte au sein d'un espace de dimension supérieure. Il y a peut-être des mondes entiers juste à côté de nous, mais complètement invisibles. Ces autres mondes seraient, au sens très littéral du terme, des univers parallèles. Ce n'est pas une notion particulièrement exotique ou étrange. Pas étonnant que les étudiants en physique se bousculent au portillon pour explorer le monde étrange de la théorie des cordes. La théorie des cordes est un domaine très actif, où les choses évoluent. Beaucoup de gens travaillent sur le sujet. S'ils avaient le choix, la plupart des gamins se lanceraient dans la théorie des cordes.
Mais les cordes n'ont pas toujours été aussi populaires. Les pionniers de la théorie des cordes se sont battus pendant des années, travaillant seuls sur une idée réfutée en bloc par la communauté scientifique. Le problème était le suivant. Pendant des décennies, les physiciens ont cru que les constituants élémentaires de l'atome étaient des particules ponctuelles. Entouré d'électrons, le noyau est composé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Toutefois, la théorie des cordes montre que ces particules considérées comme insécables sont en fait de minuscules cordes vibrantes. Il n'y a rien de vraiment mystique. Il s'agit d'une corde infiniment minuscule, fermée, formant une boucle, ou bien ouverte, mais c'est simplement une petite corde. Dans les années 80, l'idée devient populaire et nombreux sont ceux qui prennent le train en marche. Le fait que tout à coup autant de monde se mette à travailler là-dessus avait ses avantages et ses inconvénients. C'était fabuleux de voir à quel point le domaine pouvait se développer rapidement, vu le nombre de chercheurs qui s'y étaient mis. L'un des principaux attraits des cordes est leur polyvalence. Tout comme les cordes d'un violoncelle peuvent vibrer à différentes fréquences, produisant des notes de musique distinctes, les minuscules brins de la théorie des cordes vibrent et dansent de différentes manières, générant toutes les particules fondamentales de la nature. Si ce raisonnement est exact, il ne reste plus qu'à les rassembler pour obtenir la grande et belle symphonie que constitue notre univers. Par ailleurs, et c'est là le plus exaltant, la théorie des cordes nous offre une possibilité étonnante. Si l'on parvient à maîtriser le rythme des cordes, on aura des chances de pouvoir expliquer toute la matière et toutes les forces de la nature, des particules subatomiques les plus infinitésimales aux galaxies de l'espace lointain. La théorie des cordes aura ainsi tenu sa promesse d'être une théorie du tout. Pourtant, dans notre enthousiasme, on est à première vue allé trop loin. En effet, nous n'avons pas produit une théorie des cordes, ni même deux, mais 5. Cinq théories des cordes différentes, toutes candidates au titre de théorie du tout. Et dans ce cas, à abondance de bien nuit. Mais est alors intervenu un événement remarquable. Il s'appelle Ed Witten. Et il est considéré comme l'un des plus grands physiciens vivants au monde. Peut-être même le successeur d'Einstein. Ed Witten est une personne très spéciale dans le domaine. Il a clairement une compréhension, en particulier des principes mathématiques sous-jacents, bien meilleure que la plupart des gens. On s'estime tous très intelligents, mais il l'est tellement plus que nous. En 1995, les théoriciens des cordes du monde entier se réunissent à l'Université de Californie du Sud à l'occasion de leur conférence annuelle. Parmi les intervenants, Ed Witten va ébranler la communauté scientifique. J'ai essayé de penser à quelque chose de percutant pour l'occasion. Et comme 5 théories c'était trop, je me suis dit que j'allais essayer d'en supprimer certaines. Pour résoudre le problème, Witten conçoit une nouvelle approche spectaculaire de la théorie des cordes. Ed a annoncé qu'il avait réfléchi au problème et qu'il l'avait résolu. Il allait nous donner la solution à chaque théorie des cordes, dans chaque dimension, ce qui était énorme comme prétention. Mais venant d'Ed, ce n'était pas si étonnant que ça. L'atmosphère était électrique. Parce que tout à coup,
La théorie des cordes, qui était depuis un certain temps, disons, dans l'impasse, se retrouvait incroyablement boostée, dopée. Ed Witten a commencé sa fameuse communication par quelques mots qui ont éveillé mon intérêt. Et pendant tout le reste de son discours, je suis resté bloqué sur ses premiers mots et j'ai raté l'essentiel. Je me souviens que je devais passer après lui et j'étais plutôt embarrassé. Ed Witten nous a tous sidérés. Witten stupéfie son auditoire, car il ouvre une toute nouvelle perspective sur la théorie des cordes. De ce point de vue, on voit bien qu'il n'y a pas réellement 5 théories différentes. Tels des reflets dans un mur de miroir, nos 5 théories s'avèrent n'être que 5 manières différentes de regarder la même chose. La théorie des cordes était enfin unifiée. Le travail de Witten était si révolutionnaire qu'il a hérité de son propre nom, M, théorie M, bien que, en vérité, personne ne sache vraiment ce que M peut bien vouloir dire. Ah, ce que signifie ce M. Théorie M. Théorie M. Théorie M. Théorie M. La théorie M. La théorie M est une théorie... En fait, je ne sais pas ce que veut dire ce M. Eh bien, le M... Il y a beaucoup d'explications. Théorie du mystère, théorie magique, C'est la théorie mère. théorie de la matrice. Théorie monstrueuse? Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Le M signifie magique, mystère ou matrice, selon les goûts. Ça ne m'étonnerait pas que le M soit un W à l'envers, comme Witten. Certains cyniques ont insinué que le M signifiait peut-être merdeuse, car notre degré de compréhension de la théorie est en fait tellement primitif. Je n'aurais peut-être pas dû vous la dire, celle-là. Quel que soit le sens de ce M, cette théorie était une véritable bombe. Car soudain, rien n'était plus comme avant. On était tous paniqués à l'idée qu'il se passait quelque chose d'important. Personne ne voulait se faire distancer dans cette nouvelle révolution de la théorie des cordes. Après l'exposé de Witten, on a senti naître un nouvel espoir. On tenait une théorie, et peut-être la théorie qui expliquerait absolument tout l'univers. Mais il y avait malgré tout un prix à payer. Rappelons-nous qu'avant la théorie M, les cordes semblaient opérer dans un monde qui avait 10 dimensions. À savoir, bien sûr, une dimension temporelle, les 3 dimensions spatiales familières, auxquelles s'ajoutaient 6 dimensions supplémentaires, si minusculement enroulées qu'elles étaient complètement invisibles. On pense que ces dimensions supplémentaires existent parce qu'elles découlent des équations de la théorie des cordes. Les cordes ne peuvent se déplacer que s'il y a plus de 3 dimensions. Ça a été un choc pour tout le monde, mais on a appris à vivre avec. Mais M est une théorie qui va encore plus loin et impose encore une nouvelle dimension spatiale, portant le nombre total à ce jour à 11 dimensions. On sait qu'il faut 11 dimensions pour que cette théorie ait un sens. Donc il y a sûrement 11 dimensions, mais on n'en voit que 3, plus une. Comment est-ce possible? Pour la plupart d'entre nous, il est quasiment impossible de se représenter ces dimensions supplémentaires. J'en suis incapable. Et ce n'est pas étonnant. Notre cerveau s'est développé en ne percevant que les dimensions spatiales dont on fait quotidiennement l'expérience. Alors, comment s'en faire une idée? La solution, c'est encore d'aller au cinéma. Nous avons tous intégré le fait que le monde réel comporte 3 dimensions spatiales. Et quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux bouger de gauche à droite, comme d'arrière en avant, ou de haut en bas. Mais au cinéma, les choses sont un peu différentes. En fait, même si les personnages nous semblent sur l'écran être en 3 dimensions, il est clair qu'ils sont confinés dans seulement 2 dimensions. La profondeur, il n'y en a jamais eu sur un écran. C'est une illusion d'optique. Pour vraiment donner l'impression qu'il y a 3 dimensions, il faut que je sorte de l'écran. Et il peut s'avérer parfois utile, dans certaines situations, de pouvoir emprunter une autre dimension.
Donc, les dimensions ont tout un rapport avec les différents axes directionnels dans lesquels on se déplace. Et on les appelle parfois degrés de liberté. Et plus on dispose d'un grand nombre de dimensions ou degrés de liberté, plus on peut faire de choses. Exactement. Et s'il y a vraiment 11 dimensions, les cordes peuvent faire plein d'autres choses. Les gens ont découvert assez vite qu'il y avait des objets dans le cadre de ces théories qui n'étaient pas seulement des cordes, ils étaient plus grands que ça. Ils ressemblaient à des membranes ou à des surfaces. La dimension supplémentaire introduite par Witten permet à une corde de s'étirer jusqu'à former une sorte de membrane, ou brane en abrégé. Une membrane peut être tridimensionnelle, voire davantage. Et à supposer qu'elle dispose d'une énergie suffisante, elle peut atteindre une taille considérable. Pourquoi pas aussi étendue qu'un univers? C'était une révolution dans la théorie des cordes. La théorie des cordes est devenue bien plus baroque. Maintenant, il n'y a pas seulement des cordes, il y a des membranes. On continue à l'appeler théorie des cordes, mais les théoriciens des cordes ne sont pas sûrs qu'il s'agisse encore vraiment d'une théorie des cordes. L'existence de membranes géantes et de dimensions supplémentaires ouvrirait une nouvelle perspective surprenante. Notre univers pourrait bien se trouver sur une membrane, au sein d'un espace de dimension supérieure, bien plus étendu. Un peu comme si nous nous trouvions à l'intérieur d'une miche de pain. Notre univers est peut-être comme cette tranche de pain, une seule petite tranche dans une miche bien plus grande que les physiciens appellent parfois le bulk. Et si cette théorie est fondée, le bulk pourrait comporter d'autres tranches, d'autres univers, juste à côté d'une autre. Autrement dit, des univers parallèles. Non seulement notre univers n'aurait rien de spécial, mais nous aurions également de nombreux voisins. Certains pourraient fort bien ressembler à notre univers. Ils contiendraient de la matière, des planètes et également, pourquoi pas, des êtres vivants. D'autres seraient certainement encore plus étranges et pourraient être régis par des lois physiques complètement différentes. Bien sûr, ces autres univers dont nous parlons évolueraient tous à l'intérieur des dimensions supplémentaires de la théorie M, dimensions qui sont présentes tout autour de nous. Certains prétendent qu'elles pourraient même être à côté de nous, à moins d'1 millimètre de distance. Mais dans ce cas, alors, pourquoi ne puis-je pas les voir ou bien les toucher de la main ? Si vous avez une membrane plongée dans un espace de dimension supérieure et que vos particules, vos atomes ne peuvent sortir de cette membrane, c'est comme si vous tendiez le bras et que vous ne puissiez rien attraper. Ce serait à l'autre bout de l'univers, ce serait pareil. C'est un raisonnement puissant, car s'il est juste, cela signifie que notre représentation de l'univers est brouillée par le fait qu'on soit confiné dans une minuscule tranche de l'univers de dimension supérieure. Raisonnement puissant en effet, notamment parce qu'il pourrait expliquer et résoudre l'un des plus grands mystères de toute la science moderne. Ce raisonnement concerne la gravité. Cela fait maintenant plus de 300 ans déjà qu'Isaac Newton a réussi à mettre en évidence la loi de la gravitation universelle, inspirée, selon ce que nous dit la légende, par la célèbre pomme tombant d'un arbre devant lui. Aujourd'hui, il nous semble absolument évident que la gravité est une force puissante. La plupart des gens se disent que la gravité est une force très importante, très intense. C'est très dur de se lever le matin, de se mettre debout. Et quand les choses tombent, elles se cassent parce que la gravité est forte. Mais en fait, elle n'est pas forte. C'est une force très très faible. La gravité nous maintient les pieds sur Terre et c'est elle qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil. Mais en vérité, on surmonte la force gravitationnelle à chaque instant. Ce n'est pas si difficile que ça. En effet, la gravité de la Terre entière peut bien attirer cette pomme en direction du sol. Les muscles de mon bras peuvent facilement la contrer. Et il n'y a pas que nos muscles qui soient en mesure de mettre la gravité en échec. Un aimant peut en faire autant sans effort.
Les aimants véhiculent une force différente. La force électromagnétique que vous connaissez, cette même force qu'on a dans la lumière et l'électricité. Et cette force électromagnétique est bien plus puissante que la gravité. En comparaison, la gravité est incroyablement faible. Jugez plutôt. La force électromagnétique est une force de quelques milliers de milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus puissante. Le chiffre 1 avec 39 zéros accrochés derrière. Pendant des dizaines d'années, la faiblesse de la gravité a déconcerté les scientifiques. Mais aujourd'hui, le monde extrême de la théorie des cordes, peuplé de membranes et de dimensions supplémentaires, offre une toute nouvelle perspective sur le sujet. Une façon d'aborder le problème de la faiblesse de la gravité comparée à toutes les autres forces, c'est de prendre le problème à l'envers et de dire non, en fait, la gravité n'est pas faible comparée à toutes les autres forces. C'est juste une apparence. La gravité est peut-être tout aussi forte que l'électromagnétisme, mais pour une raison ou une autre, nous ne percevons pas sa puissance. Prenons une table de billard, une très grande table. Imaginez que la surface de la table de billard représente notre univers tridimensionnel, bien qu'elle ne soit que bidimensionnelle. Et que les boules de billard représentent les atomes et les autres particules dont est composé l'univers. Et voilà l'idée qui décoiffe vraiment. Les atomes et particules composant les éléments du monde qui nous entourent vont rester sur cette membrane particulière qui est la nôtre. Notre tranche d'univers, tout comme les boules de billard restent à la surface de la table de billard. Sauf si vous jouez aussi mal que moi. Mais à l'instant où les boules entrent en collision, il y a bien toujours quelque chose qui s'échappe de la table. Des ondes sonores, c'est pourquoi j'entends la collision. Alors, l'idée, c'est que la gravité est peut-être semblable aux ondes sonores et n'est peut-être pas confinée à notre membrane. Elle serait peut-être capable de s'échapper de cette partie de l'univers qui est la nôtre. Ou alors, on peut voir aussi les choses comme ça. On va laisser un peu les tables de billard et revenir maintenant au pain. Imaginez que notre univers ressemble à cette tartine grillée et que vous et moi, ainsi que toute la matière, de même que la lumière et tout ce que l'on voit, soit de la gelée. La gelée peut se déplacer librement à la surface de la tartine, mais en tout cas, elle y reste collée. Elle ne peut pas quitter d'elle-même la surface. Mais imaginez que la gravité soit différente, que la gravité soit plutôt comme, par exemple, du sucre. Voyez-vous, cette matière n'est pas collante du tout. Et elle va tomber facilement de la tartine. Mais pourquoi la gravité serait-elle aussi différente de tous les phénomènes que nous connaissons dans l'univers? Eh bien, il se trouve que la théorie des cordes, ou théorie M, propose une réponse. Tout est question de forme. Pendant des années, on s'est concentré sur des cordes formant des boucles fermées, tels des élastiques. Mais depuis l'avènement de la théorie M, d'autres types de cordes ont attiré notre attention. On pense à présent que tous les éléments que l'on voit autour de nous, comme la matière et la lumière, sont constitués de cordes ouvertes, dont les extrémités sont rattachées à notre membrane tridimensionnelle. Mais les boucles fermées existent bel et bien. Et l'une d'elles transmet la force de gravité. C'est ce qu'on appelle un graviton. Ces boucles étant fermées, leurs extrémités ne peuvent se rattacher et les gravitons sont donc libres de s'échapper dans d'autres dimensions. La force de gravité s'en trouve diluée et paraît ainsi plus faible que les autres forces de la nature. Une propriété qui laisse entrevoir une possibilité fascinante. Si nous vivons bien sur une membrane et que des univers parallèles existent aussi sur d'autres membranes à côté de nous, peut-être ne pourra-t-on jamais les voir.
Mais on pourra peut-être un jour arriver à les percevoir à travers la gravité. S'il s'avère qu'il y a des êtres intelligents sur l'une des membranes, alors ces êtres intelligents sont peut-être tout près de nous. Donc théoriquement, et seulement théoriquement, on devrait être à même de communiquer avec ces êtres intelligents, en échangeant des ondes gravitationnelles très importantes. On ne sait pas vraiment si des univers parallèles pourraient avoir un jour un véritable impact sur nous. Mais il existe une théorie très controversée selon laquelle ces univers auraient bien pu jouer un rôle majeur en ce qui nous concerne. En fait, ils seraient à l'origine de notre existence. Selon le modèle standard, le vaste univers que nous voyons aujourd'hui était jadis extrêmement, incroyablement petit. Puis, il s'est soudain étendu. Considérablement étendu, au cours d'un événement fulgurant connu sous le nom de Big Bang. Le Big Bang a étiré la structure de l'espace et déclenché la série d'événements qui a donné naissance à l'univers que nous connaissons et aimons. Mais la théorie du Big Bang a toujours posé un certain nombre de problèmes. En premier lieu, lorsqu'on confine l'univers entier dans un espace infiniment petit, mais prodigieusement dense, arrive un moment où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Elles n'ont plus aucun sens. Les formules qu'on utilise commencent à donner des réponses absurdes. C'est le désastre total. Tout s'effondre et on est coincé. Et puis, il y a le bang lui-même. De quoi s'agit-il exactement? C'est effectivement un problème. Le modèle standard de la théorie du Big Bang ne dit pas ce qui a explosé, ce qui s'est passé avant, ni ce qui a provoqué l'explosion. Des versions affinées de la théorie du Big Bang proposent des explications de l'explosion. Mais aucune d'elles ne remonte jusqu'au moment où tout a commencé. La plupart des gens abordent le sujet avec la notion naïve de commencement. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, l'espace et le temps auraient émergé du néant. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas le néant. Faut-il vraiment croire que l'univers a commencé par une explosion à partir du néant? Je ne suis pas philosophe, donc je ne me prononcerai pas, mais je peux imaginer que pour un philosophe, c'est un problème. Et je pense que pour un physicien, c'en est un aussi. Tout le monde admet l'existence de problèmes. La question est de savoir si la théorie des cordes est capable de les résoudre. Certains théoriciens des cordes ont suggéré que le Big Bang n'était absolument pas le début, que l'univers pourrait avoir existé bien avant, peut-être même depuis toujours. L'idée a de quoi déconcerter. Je trouve ça plutôt déplaisant de penser à un univers sans début. Pour moi, un univers sans début, c'est un univers sans explication. Mais alors, quelle est l'explication? Et si la théorie des cordes était correcte, et que nous vivions tous sur une membrane géante plongée dans un espace de dimension supérieure? L'une des idées développées dans la théorie des cordes qui m'a particulièrement frappé et qui ouvre peut-être une nouvelle perspective en cosmologie, c'est la notion de brane et l'idée que les branes se déplacent dans des dimensions supplémentaires. Certains scientifiques ont suggéré que la réponse au mystère du Big Bang réside dans les mouvements de ces branes géantes. C'est tellement simple. Là, c'est la brane sur laquelle on vit, et voici une autre brane flottant dans la dimension supérieure. On n'a absolument aucun mal à imaginer que ces deux branes puissent entrer en collision. Selon cette théorie, un certain temps avant le Big Bang, deux branes abritant des univers parallèles ont commencé à dériver l'une vers l'autre. Et soudain, toute cette énergie doit aller quelque part. Alors où? Elle se libère dans le Big Bang. Elle déclenche l'expansion que nous voyons et elle chauffe toutes les particules de l'univers pour produire cette grosse masse rougeoyante. Et comme si cette notion n'était pas déjà suffisamment étrange, les partisans de cette théorie proposent une autre idée extrême. Le Big Bang ne serait pas un événement spécial. Selon eux, les univers parallèles seraient entrés en collision, non pas une fois,
mais à maintes et maintes reprises. Un scénario appelé à se reproduire. Si cette théorie est juste, une brane se dirige droit sur nous en ce moment même. Donc une autre collision se prépare. Il y aura un autre Big Bang et ça se répétera indéfiniment dans le futur. Une idée fascinante, mais qui malheureusement s'accompagne de quelques problèmes techniques. C'est un scénario très ingénieux qui s'est imposé naturellement au sein de la théorie des cordes. Mais évidemment, les bons vieux problèmes réapparaissent. Car le fait est qu'on ignore ce qui se passe lorsque deux branes entrent en collision. On peut se retrouver dans la même situation qu'avec le Big Bang. Les équations n'ont plus aucun sens. Ils doivent faire beaucoup de suppositions dans leur modèle et je ne pense pas qu'ils aient vraiment résolu le problème du Big Bang dans la théorie des cordes. Pourtant, même ici, sur la Terre, on a des chances de pouvoir détecter des preuves de l'existence des cordes. Ce champ situé dans l'Illinois sert de poste de commandement à une bonne partie de ces recherches. En fait, le véritable travail se déroule sous terre, où l'on s'est mis en devoir de tester expérimentalement la validité de la théorie des cordes et de prouver l'existence de dimensions supplémentaires. Il n'y a pas si longtemps, si on avait parlé de dimensions supplémentaires étendues, on aurait été considéré comme un cinglé, pour ne pas dire plus. Mais aujourd'hui, tout cela a changé, grâce à la théorie des cordes. Voici le Fermilab. C'est ici que nos efforts pour démontrer l'existence de dimensions supplémentaires ont actuellement le plus de chances d'aboutir. Le Fermilab est équipé d'un collisionneur de particules géants. La méthode est la suivante. On bombarde des atomes d'hydrogène avec de grandes quantités d'électricité. On les dépouille de leurs électrons. On injecte les protons dans un tunnel circulaire de 6,5 km enterré sous la prairie. Et lorsqu'ils approchent de la vitesse de la lumière, ils sont mis sur la trajectoire de particules circulant sans s'opposer. La plupart des collisions n'engendrent que des étincelles, mais par moments, il se produit un choc frontal. Il en résulte une pluie de particules subatomiques inhabituelles. Et ce qu'on espère, c'est trouver parmi celles-ci une minuscule unité de gravité, le graviton. Selon la théorie des cordes, les gravitons sont des boucles fermées, de sorte qu'ils peuvent flotter dans les dimensions supplémentaires. Si l'on parvient à saisir un graviton au moment où il s'échappe, on aura gagné la partie. Mais malheureusement, pour l'instant, le Fermilab n'a pas encore identifié de graviton. Et les chercheurs vont devoir faire vite, car une autre équipe est sur leur talon. Non loin de Genève, le laboratoire européen de physique des particules, le CERN, construit actuellement un énorme collisionneur de particules, le LHC. Une fois achevé, celui-ci sera 7 fois plus puissant que le dispositif du Fermilab. On sait qu'il y a urgence, que chaque minute compte. Mais le CERN, notre laboratoire concurrent, va finir par nous coiffer au poteau. De fait, le CERN va à terme évincer le Fermilab, non seulement dans la recherche de dimensions supplémentaires, mais également dans d'autres domaines novateurs. S'il y a une priorité commune en tête de liste pour les deux laboratoires, c'est ce qu'on appelle la recherche sur la supersymétrie. Il s'agit en fait d'une prédiction centrale de la théorie des cordes et qui dit, si on veut résumer, que pour chaque petite particule subatomique qui nous est familière, telle que les électrons, les photons et autres gravitons, il existe en correspondance un partenaire bien plus lourd, qu'on appelle superpartenaire, que jusqu'à présent personne n'avait jamais pu voir. Et du fait que la théorie des cordes dit que ces particules S existent, il faut les découvrir, c'est une priorité majeure. Le problème, c'est que si elles existent, ces particules dites supersymétriques sont probablement incroyablement lourdes. Tellement lourdes qu'on ne pourra peut-être pas les détecter avec les accélérateurs de particules actuels. Sauf peut-être avec la nouvelle installation du CERN, qui devrait être opérationnelle en 2007. En attendant, les chercheurs du Fermilab mettent les bouchées doubles.
Bien que nous n'ayons pas encore de preuves réelles, la théorie des cordes paraît logique par tant d'aspects que bon nombre d'entre nous estiment qu'elle est forcément correcte. Je crois que ce n'est jamais arrivé qu'une théorie ayant le genre d'attrait mathématique qu'exerce la théorie des cordes se révèle totalement fausse. J'aurais du mal à croire qu'une telle élégance et une telle beauté mathématique soient tout simplement gâchées. Je ne sais pas vraiment si on est loin du but. Est-ce qu'on tient le bon bout ou est-ce qu'il va nous falloir encore 10 ans? Personne ne le sait. Mais je pense que ça va m'occuper encore un bon bout de temps. On a eu une chance incroyable. La nature nous a déjà permis de percer de nombreux mystères fondamentaux. Jusqu'où peut-on aller? On ne le saura pas avant d'avoir essayé. Il y a un siècle, les scientifiques pensaient avoir pratiquement compris les lois fondamentales de l'univers. Puis, Einstein est venu chambouler notre conception de l'espace, du temps et de la gravité. Puis, la mécanique quantique nous a révélé la structure interne des atomes et des molécules, dévoilant un monde étrange et incertain. Ainsi, loin de confirmer que l'on maîtrisait tout, le XXe siècle a montré que chaque fois qu'on regarde l'univers de plus près, on découvre un autre niveau de réalité. À l'aube du XXIe siècle, on entrevoit ce que pourrait bien être le degré suivant. Cordes vibrantes, super partenaires, univers parallèles et dimensions supplémentaires. C'est une vision à couper le souffle. Et dans quelques années, les expériences commenceront peut-être à nous révéler si certaines de ces idées sont justes ou fausses. Mais quel que soit le résultat, on continuera la recherche simplement parce que on ne peut pas s'en empêcher. Nous obéissons à notre curiosité, nous explorons l'inconnu. Et dans une centaine ou 1 million d'années peut-être, notre vision actuelle du cosmos nous paraîtra sans doute très incomplète, voire un peu désuète. Mais indéniablement, les idées véhiculées par la théorie des cordes attestent bien de la puissance de la créativité humaine. Elles ont déployé tout un nouveau spectre de réponses possibles à des questions séculaires. Et avec ces concepts, nous avons fait un grand bond en avant dans la compréhension que nous avions jusqu'ici de cet univers élégant. Bon, après tous ces exercices physiques, nous irons demain nous reposer aux Seychelles. Ces îles paradisiaques abritent une faune et une flore d'une incroyable richesse, avec pour principale attraction des tortues géantes, une espèce aujourd'hui menacée d'extinction. Alors, comme rien ne sert de courir, nous partirons à point demain sur Arte.